Très bien, chers amis, chers collègues, après cette nécessaire intervention technique, dont je remercie le responsable, il me revient donc d'introduire la communication d'Olivier Venture, bien connu de ceux qui nous suivent depuis le début. Il est un des membres originels du groupe de recherche transversale en paléographie, qui a permis d'étendre aux horizons les plus lointains nos recherches et nos comparaisons, toujours de manière extrêmement fructueuse, pour ceux qui s'occupent de régions plus proches de la Méditerranée. Et il nous parlera donc aujourd'hui de variations scribales, intrascribales, dans les manuscrits chinois du IVe siècle avant notre ère, autour des travaux de la professeure Li Songru. Voilà. Merci. Donc bonjour à tous et merci à mes collègues pour l'organisation de cette journée qui est, comme toujours pour moi, extrêmement stimulante. Les manuscrits chinois de Tunhuang, qui ont été produits entre le IVe et le XIIe siècle de notre ère, pourraient constituer un corpus idéal pour étudier la question des différentes formes pouvant prendre l'écriture d'un même scripteur en Chine pour l'époque médiévale. En effet, on trouve dans de nombreux textes de ce corpus, dans de nombreux manuscrits de ce corpus, des textes se terminant par un colophon dans lesquels on donne l'identité du copiste. C'est par exemple le cas ici de ce manuscrit bouddhique copié par la nonne Miaoxiang en 724 de notre ère. C'est encore le cas de ce manuscrit dit confucéen, copié en 759 de notre ère par l'étudiant Wang Laozi. En comparant les différentes copies produites par les personnes en question, il devrait être possible d'apprécier d'éventuelles variations graphiques au sein de la production d'un même copiste. Cela pourrait faire l'objet d'une future communication que l'on confierait à un spécialiste de ces matériaux et de cette période. Mais pour la Chine ancienne, sur laquelle je travaille, cette question est plus délicate à traiter. Car la quasi-totalité des manuscrits que nous avons actuellement sont anonymes. On ignore donc qui les a copiés. Des documents administratifs du IIIe siècle avant notre ère, produits par des fonctionnaires du Premier Empire, celui des Qin, semblaient constituer une piste intéressante. En effet, on trouve dans de nombreux documents, en particulier sur le site de Liye, dans la province du Hunan, une expression composée d'un caractère, ici, suivi d'un autre, utilisé pour noter le mot « main ». Vous avez ici la transcription en chinois moderne. Et on pourrait traduire éventuellement cette expression par « de la main d'un tel ». Et c'est bien dans ce sens que certains chercheurs l'interprètent encore actuellement comme des sortes de signatures de scribes. J'aurais donc pu me baser sur ces documents et comparer entre eux tous les documents ainsi attribués à une même personne pour formuler, encore une fois, des réflexions sur ces variations dans l'écriture d'une même personne dans la Chine ancienne. Mais plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à ces documents avant moi, comme le professeur Enno Gille de l'université de Heidelberg, ont noté qu'ils étaient parfois écrits de manière très différente, ce qui les a amenés à remettre en cause le fait qu'ils aient pu être produits par un même individu. Sur la base de ces observations, sur un corpus relativement important, et d'analyse de l'usage de l'expression « de la main de » dans différentes sources, il apparaît que cette formule pourrait renvoyer non pas au copiste du document, mais au fonctionnaire en charge de l'affaire en question, le document étant dans ce cas copié par un de ses subalternes dont le nom n'est pas mentionné. Cette piste s'avère donc, a priori,
comme une impasse pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc j'aurais pu m'arrêter là, ma communication aurait été très courte, mais plusieurs de mes collègues paléographes chinois ont développé ces dernières années une véritable expertise dans le domaine de l'étude des mains, comparable à ce qu'on a pu entendre ce matin, donc concernant les manuscrits chinois du IVe siècle avant notre ère. Nous ignorons l'identité des copistes de l'Antiquité, mais ces paléographes proposent aujourd'hui d'identifier leurs œuvres sur la base de leur écriture. Il s'agit d'un domaine de spécialité assez récent en Chine, qui s'est principalement développé depuis le début du XXIe siècle. Pourtant, certains érudits chinois avaient depuis des siècles développé une expertise concernant l'identification des écritures. Mais celle-ci s'appliquait principalement dans le domaine de l'authentification des œuvres calligraphiques. Certains paléographes du XXe siècle avaient en partie repris les principes de ces spécialistes de la calligraphie pour donner parfois un avis sur certains manuscrits. Mais cette démarche se résumait alors le plus souvent à des remarques basées principalement sur des impressions d'ensemble, des sentiments, mais que personne n'avait pris la peine d'expliquer, de quantifier ou de justifier avant les années 2000. Ma collègue Li Songjue, professeure de l'université du Jilin dans le nord-est de la Chine, est une des figures de proue d'une nouvelle approche des manuscrits de l'Antiquité. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de partir de ce travail pour traiter de la question des variations intrascribales dans les manuscrits chinois du IVe siècle avant notre ère, manuscrits qui proviennent pour l'essentiel du pays méridional de Chu. Si je ne peux prétendre être moi-même un expert dans l'étude des mains, il m'a semblé toutefois approprié de reprendre les conclusions de ces travaux pour montrer comment la question qui nous intéresse aujourd'hui peut être traitée loin de l'espace méditerranéen, avec un système d'écriture singulier et dans le cadre d'une tradition paléographique différente. Le travail de Madame Li Songjue commence avec son mémoire de master. Dans sa jeunesse, elle avait bénéficié de l'enseignement de son père, ce qui rappelle un petit peu des choses entendues ce matin, qui était lui-même enseignant de calligraphie et de gravure de sceaux. Après une licence en langue et littérature chinoise à l'université de Shenyang, elle commença une formation de master en paléographie à l'université du Jilin. Et c'est alors qu'elle suivait ce parcours, somme toute classique, qu'elle décida de compléter sa formation en suivant des cours d'expertise scientifique en écriture qui étaient alors proposés par l'Académie nationale de police de Shenyang. Depuis cette époque, elle a développé une méthode d'analyse paléographique en adaptant les modèles utilisés par la police scientifique aux spécificités des formes anciennes de l'écriture chinoise. On notera ici que l'expertise scientifique en écriture est une approche qui a été développée en Chine à partir de la première moitié du XXe siècle sur la base de modèles théoriques venant principalement du RSS. Donc, depuis sa maîtrise, Madame Li continue d'affiner sa méthode, qui a été en partie reprise, mais aussi parfois critiquée, par d'autres paléographes. Donc, voici ces travaux récents dans lesquels elle a continué à présenter, à exposer, à affiner sa méthode. Et à ma connaissance, un seul de ces articles a fait l'objet d'une traduction en langue anglaise, le reste de ses travaux ayant été publiés entièrement en chinois. Dans son travail sur l'écriture,
Lee Song-ju s'intéresse à différents aspects, comme le style, la disposition des graphies, le ductus, les proportions des éléments composant les graphies, mais aussi certaines habitudes d'écriture, la préférence pour certaines variantes graphiques, la gestion des espaces contraints, la ponctuation, la gestion des erreurs, etc. Parmi tous ces éléments, Lee Song-ju estime que c'est au niveau du ductus, c'est-à-dire donc au niveau du geste effectué avec le pinceau, nous sommes en contexte chinois, avec le pinceau pour tracer chaque trait, que se manifeste le plus clairement la singularité, l'identité du scripteur. Elle insiste plus spécialement sur 3 moments que sont l'attaque, le déplacement et le retrait du pinceau, reprenant ainsi des termes traditionnellement utilisés en calligraphie chinoise. Elle accorde aussi, et donc là vous avez des exemples de ce que je viens d'exposer, avec l'attaque ici, là le déplacement du pinceau, et enfin le retrait du pinceau ici à droite. Elle accorde aussi de l'importance à la question des proportions des différents éléments qui composent les graphies anciennes, ainsi qu'aux angles de recoupement des traits entre eux. Également, la question des appariements, de la manière d'associer les différents composants, les différents éléments composant une graphie, elle considère également cela comme un élément important pour identifier l'écriture d'un scripteur en particulier. Donc c'est à partir de ces différents éléments qu'elle propose de rapprocher des textes présentant les mêmes caractéristiques graphiques qu'elle identifie comme la production d'un même scripteur. Le travail que font un grand nombre de paléographes de manière régulière dans le monde occidental. Au sein de cette production, au sein de la production de chaque scripteur, elle observe parfois des différences graphiques. Alors, une partie de ces différences sont simplement liées à la pratique de l'écriture manuscrite, dont il a été question tout au long de cette journée, celle-ci étant nécessairement moins standardisée que sa forme imprimée. On sait aussi que le principe d'une orthographe ou d'une forme correcte de l'écriture était moins prégnant dans l'Antiquité qu'à l'époque moderne, et donc que chaque scripteur jouissait d'une bien plus grande liberté qu'aujourd'hui. Cela étant dit, il est possible, dans un certain nombre de cas, d'expliquer les variations graphiques que l'on observe chez un même scripteur. Lee Song-ju aborde ponctuellement cette question dans plusieurs de ses études. Je me propose ici de résumer son point de vue. Une des premières raisons que Lee Song-ju identifie, et qui a été aussi évoquée ce matin, c'est simplement la différence d'instruments. Ici, des exemples de la même graphie, une graphie particulièrement fréquente dans les manuscrits anciens, provenant de 2 groupes de manuscrits que Lee Song-ju associe à un même scripteur. Pour elle, la différence principale réside ici dans l'épaisseur des traits. Et son analyse est que pour le groupe A, elle imagine soit l'usage d'un pinceau plus fin, soit l'usage d'un pinceau avec des poils plus rigides. Donc l'instrument d'écriture comme premier élément qui vient éventuellement modifier l'écriture d'un scripteur. Elle évoque aussi la question de la maîtrise de l'écriture. Un copiste avec une moins grande maîtrise serait ainsi susceptible d'une moins grande régularité dans sa production écrite. Elle donne l'exemple du scripteur de ce manuscrit, dont j'illustre ici les quelques exemples pris dans ce texte, avec une graphie assez fréquente. Et elle note des différences dans ce qu'elle appelle l'attaque
du trait, hein, ici deux différences, ici avec une attaque plus marquée que là, mais aussi des différences parfois dans la manière dans le tracé, dans la sinuosité de certains traits, hein, notés ici et là. Et donc, l'ensemble ici de ces graphies a été produit par un même scripteur, et en comparant cela avec d'autres scripteurs, elle note qu'on a beaucoup plus de variations, hein, dans la production des graphies du scripteur, du copiste, du manuscrit en question. Par ailleurs, autre élément qu'elle évoque, c'est la nécessité parfois pour le scripteur de s'adapter à l'espace. On a ici d'un côté un texte littéraire, un texte même philosophique, avec une mise en texte assez aérée, hein, sur la gauche, ici, et d'autre part un texte beaucoup plus technique, hein, qui est un manuel de divination, avec je suppose que vous le voyez, avec une densité de texte beaucoup plus forte. Ces deux textes ont été copiés par la même personne, mais avec des contraintes différentes. Et elle note, donc vous avez une graphie extrêmement fréquente dans les deux manuscrits, mais on note des différences dans la manière d'écrire entre le manuscrit A et le manuscrit B, avec en particulier, vous le voyez ici, cette manière de recroqueviller un petit peu le trait que vous avez là, hein, alors qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus élancé, et c'est quelque chose, alors ici c'est un peu moins le cas, mais c'est quelque chose qu'elle observe sur l'ensemble du manuscrit et pour un certain nombre de graphies. Même chose ici, dans le cas du manuscrit A, ici la même graphie reproduite dans le cas du manuscrit B, et idem pour la dernière graphie. Donc, en fonction de l'espace, en fonction du type de texte qu'il a à reproduire, le scripteur peut modifier son écriture pour s'adapter à ces contraintes. Alors, on note toujours à propos de la contrainte d'espace, en revanche, on a aussi des contraintes concernant l'espace dans les corrections ou les ajouts qui sont apportés à certains manuscrits. C'est ce que j'ai mis ici en rouge à l'écran. Donc des graphies ont été omises puis ajoutées. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a oublié un certain nombre de graphies, on a gratté une ou deux graphies et on a recopié dans l'espace en question où il y avait 2 graphies à l'origine, 3, 4 graphies. Et donc là encore, un espace plus contraint. Mais ce qu'elle observe dans ce cas, dans le cadre des corrections et des copies, c'est que d'une manière générale, on retrouve on ne voit pas d'influence dans ce cas-là, d'influence de la contrainte due au manque d'espace sur l'écriture elle-même. C'est-à-dire que les graphies que vous avez ici, même si elles sont écrites en beaucoup plus petit, eh bien, on retrouve exactement les mêmes formes que dans le reste du texte. Donc, dans le cas des corrections et des ajouts, eh bien, on ne constate pas de différence. Un autre point important, une autre raison possible pour un copiste de s'écarter de ses habitudes scripturaires, et ça a aussi été évoqué ce matin, c'est la fidélité aux manuscrits originaux. Ici, on a un cas a priori unique pour cette période de 2 copies d'un même texte par la même personne, mais à partir de 2 sources différentes. Or, lorsqu'il a copié ces 2 manuscrits, le copiste n'a pas procédé à un travail de normalisation des 2 textes, mais il a choisi de conserver, au moins en partie, leurs caractéristiques d'origine,
en ce qui concerne la structure de certaines graphies et l'usage de certaines variantes graphiques. Ces différences graphiques avaient déjà été relevées auparavant par d'autres chercheurs, comme Manan de l'université de Tsinghua et Edward Shaughnessy de l'université de Chicago. Tous considèrent ici que les deux manuscrits copiés à l'origine, les deux manuscrits ayant servi de modèle, avaient une origine géographique différente. En effet, il faut se rappeler qu'entre le VIe et le IIIe siècle avant notre ère, on observe le développement de variantes graphiques régionales de l'écriture chinoise, et les manuscrits qui circulaient entre les régions. Donc, lorsque les manuscrits qui circulaient entre les régions étaient copiés, le copiste avait le choix entre conserver les caractéristiques de l'écriture d'origine ou les modifier en fonction de leurs propres habitudes scripturaires. Un autre phénomène que les variantes graphiques régionales pouvaient aussi parfois affecter les manuscrits. Donc, c'est un phénomène qui est évoqué par Li Songjue et sur lequel j'avais eu moi aussi l'occasion de travailler. Il concerne donc des manuscrits du IVe siècle avant notre ère, dans lesquels on peut trouver des textes dont l'origine remonte à plusieurs siècles auparavant. Ainsi, dans le manuscrit du Xinyan, un même scripteur a copié des anecdotes historiques probablement composées entre avant le 7e siècle avant notre ère pour les plus anciennes et après le 5e siècle pour les plus récentes. Et on a ici un petit nombre de graphies utilisées dans ce manuscrit qui reflètent ces différentes origines temporelles. À noter que cet attachement à ces formes anciennes est un phénomène qui concerne uniquement la structure ou l'usage d'un petit nombre de graphies, mais pas le style. Le style de ces manuscrits le style est un style tout à fait... c'est le même style du début à la fin du manuscrit, et le style en question correspond en gros à celui du pays de Chu au IVe siècle avant notre ère. Donc cet attachement à certaines caractéristiques graphiques ne se traduit pas au niveau du style de l'écriture. On peut parler aussi des variations maintenant. Donc ça, c'était des variations jusqu'à présent qui étaient dues aux habitudes des scripteurs ou aux manuscrits qui étaient copiés par le copiste. Vient la question des variations intentionnelles. Les variations intentionnelles de l'écriture sont un des fondements, pourrait-on dire, de l'art de l'écriture en Chine, tel qu'il se développera surtout à partir des origines, des alentours de notre ère. Dans l'Antiquité, on trouve des témoignages d'écriture ornementale dans les sources épigraphiques à partir du VIe siècle avant notre ère. Donc ici, un exemple d'une épée avec une inscription, et pour vous donner une idée, à droite, vous avez la forme standard, telle qu'on s'attendrait à la trouver, et à gauche, la forme ornementale, telle qu'elle est proposée par la personne ayant réalisé cette inscription. Donc on voit ainsi la distance que pouvait prendre un scripteur par rapport aux formes standards de son époque pour répondre à des préoccupations esthétiques. Mais ce phénomène semble pour l'instant peu présent dans les manuscrits de l'Antiquité. On le retrouvera à des périodes plus tardives, mais dans l'Antiquité, on n'a pas de recherche esthétique particulière dans l'écriture des manuscrits. Du moins, on n'a pas de traces évidentes. Ça peut toucher un certain nombre de graphies, mais jamais l'ensemble du manuscrit. Li Songjue évoque dans son travail une pratique assez singulière de variation intentionnelle. On a un petit nombre de manuscrits, dans un petit nombre de manuscrits ont été observés, on observe un usage beaucoup plus fréquent de variantes graphiques sans que l'on puisse les expliquer
par l'hétérogénéité des sources copiées, hein, que ce soit par rapport au temps ou par rapport à l'espace. Ainsi, elle mentionne le texte que vous avez à l'écran, qui fait partie des collections du musée de Shanghai, et dans lequel un nom propre est mentionné plusieurs fois sous au moins 7 formes graphiques différentes que vous avez ici à l'écran. Il s'agit du même nom propre qui est écrit de 7 manières différentes. Li Songzhu avance l'hypothèse que le scripteur aurait sciemment eu recours à des variantes graphiques, peut-être pour éviter de se répéter. On retrouve cette explication dans les travaux de nombreux paléographes appliqués à différents types de sources manuscrites de la Chine ancienne, des manuscrits, mais aussi des inscriptions. La raison exacte pour laquelle le scripteur choisit de faire varier la forme graphique de certains mots n'est pas encore très claire pour moi, d'autant plus qu'on a de nombreux noms de personnes dans le manuscrit en question, mais c'est le seul pour lequel ce phénomène est attesté. Donc, j'en arrive à la conclusion de cette présentation. Donc, pour conclure, on peut dire que les variations graphiques que l'on observe dans la production des copistes du IVe siècle avant notre ère peuvent être liées à différents facteurs, comme l'instrument d'écriture, des contraintes de mise en page ou un art de l'écriture plus ou moins bien maîtrisé. Li Songzhu évoque aussi la possibilité pour un scripteur de modifier son écriture pour écrire le titre d'un texte. Malheureusement, les exemples qu'elle propose ne me semblent pas, ne parviennent pas à me convaincre, contrairement à ce que l'on peut observer sur des manuscrits plus tardifs des alentours de notre ère, où là, effectivement, on a l'usage, dans un petit nombre de cas, d'un style différent pour écrire le titre et pour le corps du texte. Une autre raison importante de la variabilité des formes graphiques dans les manuscrits de l'Antiquité, du moins dans les manuscrits littéraires, semble être le choix fait par les copistes de conserver au moins en partie les formes graphiques des manuscrits copiés, manuscrits pouvant provenir, encore une fois, de régions différentes et pouvant contenir des textes d'époques différentes. Enfin, la variation intentionnelle des formes graphiques évoquée par Li Songzhu, alors dit-elle pour éviter la répétition, je pense qu'il y aurait matière à étudier davantage cette pratique. En tout cas, c'est pour moi un phénomène qui mériterait d'être étudié en profondeur et en l'étendant à l'ensemble des matériaux, des manuscrits et des inscriptions de la Chine ancienne. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention.